Aucune excuse ne doit être recherchée. Aucune excuse. Aucune excuse sociale, sociologique et culturelle. Je ne crois pas non plus à la culture de l'excuse sociologique. Au cours de cette vidéo, à partir du travail de Bernard Lahire, dans Pour la sociologie et pour en finir avec une prétendue culture de l'excuse, nous tenterons de déconstruire le mythe de la liberté individuelle et les critiques politiques que peut subir la sociologie. Si l'on en croit ce cher Manuel Valls, et une grande partie du personnel politique, cette dernière sert à excuser les délinquants, alors que la seule solution serait de les sanctionner. Mesdames et messieurs les jurés, vous êtes ici pour faire appliquer la loi et prononcer une sanction. Il n'y a pas de vie sociale s'il n'y a pas de sanction. Cette prise de position témoigne du refus d'assumer les effets des politiques menées au cours des dernières décennies et d'individualiser, ce qui permet de dépolitiser, les sources de la délinquance. Cependant, la sociologie est une science qui permet d'expliquer, comme le disait Durkheim, le social par le social. Le sociologue cherche à comprendre, à étudier, à expliquer ce qui est, sans juger de ce qui est bien ou mal au sein de ses travaux. Il peut évidemment, en tant qu'individu, prendre position dans les médias, dans ses conclusions, ou dans des ouvrages qui ne sont pas à destination des scientifiques, comme le fait Bernard Lahire dans son livre. Cependant, au cours de son enquête, il met au maximum à distance ses propres jugements de valeur. Il décrit le réel, peu importe que ce réel soit agréable ou non, qu'il suscite l'approbation ou la révolte des acteurs politiques. Ainsi, comprendre n'est pas juger, et juger n'interdit pas de comprendre. Pour réaliser cette prise de distance avec le sens commun, le sociologue dispose de nombreux outils. Les entretiens, les observations, les statistiques, les travaux des scientifiques précédents sur ces sujets d'étude, qui lui permettent de sortir de sa réalité et de ce qu'il pense en tant qu'individu. Cela permet de rendre compte du réel, plus global, qui va au-delà de ce qu'il a pu constater dans son expérience personnelle ou celle de ses proches. Certains se demandent à quoi sert de comprendre. Comprendre les causes sociales de l'émergence d'un problème, tel que les révoltes de 2005 ou le drame de la mort de Naël, permet d'envisager des solutions collectives et durables. Si les phénomènes qui produisent ces individus ne sont pas résolus, on continuera de voir ces derniers émerger. Comprendre ces logiques de production des personnes composant la société permet d'agir sur ces dernières et de mettre en place des solutions de long terme pour éviter de nouveaux drames. En effet, les individus sont le fruit de leur milieu social. Ils sont depuis leur plus jeune âge influencés par des instances de socialisation. La famille, l'école, les groupes de pairs, la religion, les médias, qui vont influencer leur manière d'être et de penser en leur transmettant des normes et des valeurs. Ainsi, même la singularité de ces individus n'est pas uniquement naturelle. Elle vient de la multiplicité de leurs influences socialisatrices qui auront fait d'eux ce qu'ils sont aujourd'hui. Cela ne signifie pas qu'ils ne font pas le choix d'effectuer certaines actions, qu'ils ne prennent pas leurs propres décisions, mais que les choix réalisés sont le résultat de leurs expériences socialisatrices antérieures, des façons de penser qu'ils auront intériorisées et du contexte au sein duquel ils auront évolué. Il faut que tu saches que malheureusement, si tu veux découvrir ce qu'est la matrice, tu devras l'explorer toi-même. C'est là ta dernière chance. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. N'oublie pas, je ne t'offre que la vérité, rien de plus. Ainsi, Néo, au sein de cet extrait, choisit sans aucune hésitation la pilule rouge, qui lui permet d'être déconnecté de la matrice et de retourner dans le monde réel. Mais ce choix est possible car au cours des expériences qu'il a vécues, il s'était déjà construit en opposition à la norme, devenant un hacker et cherchant à entrer en contact avec des personnes considérées comme terroristes, telles que Morpheus. Tout porte à croire que si Morpheus avait proposé ce même choix à un Néo alternatif, qui aurait eu une vie bien établie, confortable, dans le luxe, réussi selon les critères de la société au sein de laquelle il évolue, ce Néo aurait pris la pilule bleue. Aujourd'hui, chaque individu est trop multisocialisé et multidéterminé
pour qu'il ait conscience de ses déterminismes. C'est parce qu'il est porteur de dispositions multiples et que s'exercent sur lui des forces différentes selon les situations sociales dans lesquelles il se trouve, que l'individu peut avoir le sentiment d'une liberté de comportement. Un élève qui, face à la pression des parents et de ses camarades, va choisir, ou non, de faire ses devoirs par exemple. Il existe évidemment des exceptions aux déterminismes sociaux, classiquement des enfants de classe populaire qui réussissent à l'école, ou des enfants de notables qui deviennent ouvriers. Mais ces trajectoires, improbables, peuvent également s'expliquer socialement. Avoir rencontré un enseignant particulièrement investi, pour le premier cas, ou un divorce qui aurait rendu plus compliqué la transmission du capital culturel d'un des parents à la génération suivante, pour le second cas. Comme le montre Gaël-Henri Panabière dans Des héritiers en échec scolaire, ou Bernard Lahire dans Les raisons de l'improbable. Moi, toute une partie de mon travail a été justement de travailler sur les exceptions. Parce que justement, je voulais pas qu'on puisse dire que, par exemple, les transfuges de classe, comme on les appelle, c'est-à-dire les gens qui viennent d'un milieu, par exemple, ouvrier, et qui deviennent des grands intellectuels, ou des grands patrons, ou je ne sais quoi, bon, que ces gens-là, qui sont très atypiques statistiquement, eh ben, soient la preuve qu'il y a bien de la liberté individuelle, etc. Donc, on peut les étudier de près. Et là, on voit que c'est toujours en allant chercher dans le monde social, dans des aides, dans des relations, dans des rencontres, etc., qu'on arrive à comprendre pourquoi, par exemple, un gamin qui a tout pour échouer scolairement arrive quand même à réussir sa scolarité. Pour revenir à la question du droit développée en début de vidéo, et sur l'individualisation des peines, Memmons Kelsen, un des théoriciens majeurs du droit, reconnaissait la fiction du libre arbitre, fiction cependant nécessaire au pouvoir juridique pour qu'il puisse exercer son autorité. Ce juriste présentait deux mondes, celui du droit et celui des faits. Il reconnaissait que les individus étaient soumis à des déterminismes, mais que ces déterminismes devaient être mis entre parenthèses pour pouvoir émettre un jugement et une sanction individuelle, avec pour exception les circonstances atténuantes. Individualiser les sanctions, c'est également individualiser les récompenses. Si on considère que les individus sont responsables de leurs échecs, les individus ayant réussi, eux, sont responsables de cette réussite. Ainsi, le cadre supérieur, ou l'homme politique, est devenu ce qu'il est grâce à son travail acharné en occultant tous les facteurs extérieurs ayant permis sa réussite. Il est facile dans ces conditions de se détacher du sort des dominés. Chaque acteur politique, avant de se prononcer sur le sort des dominés, devrait se demander ce qu'il serait devenu si son père était mort dans un accident de travail, s'il avait été victime d'actes pédocriminels, ou s'il avait vu sa mère se prostituer pour survivre, s'il avait accumulé au cours de sa vie précarité économique et carence affective, échec scolaire, difficulté à payer la cantine, impossibilité de partir en vacances, expérience précoce de la violence, difficulté à trouver un logement, contrôle aux faciès, petit boulot, chômage, etc. Gardera-t-il le sentiment que tout est possible, que, si on veut, on peut, rien n'est moins sûr. Enfin, le fait d'occuper une position de dominé, après en avoir fait le choix qui est contraint, n'enlève rien à cette situation de domination. Ce n'est pas parce que certaines personnes choisissent de faire 50, 60 heures par semaine, comme le montre la sociologue Sophie Bernard dans Uber usé, avec le cas des chauffeurs Uber, qu'il n'y a pas de domination. C'est également très bien illustré par Alizée Delpierre dans Servir les riches, où certains domestiques sont même parfois amis avec leurs employeurs, tout en ayant des conditions de travail qui sont simplement des formes d'esclavage moderne.